Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va faire Les un petit, Nishmat. un petit arrêt dans Ilchot Shabbat. Ça veut dire peut-être d'un ou deux cours, je sais pas, on verra en fonction des choses. Et on va plutôt reparler un peu de ce qu'on a parlé, ça fait plusieurs semaines, sur Ilchot Shemitah, Shvi'it. Et étant donné que c'est aussi en rapport avec aussi Tu Bishvat, qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, le Tu Bishvat, Tafshin Aïneh, il y a un certain rapport par rapport au point qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc j'ai pensé que ça serait bien de parler d'abord donc de la Chodesh Shemitah. Mais tout d'abord, comme promis, je vais déjà répondre aux questions de la semaine dernière. Il y avait 3-4 questions. La première, c'est si une personne prend un hamburger, par exemple, un sandwich, quoi. Et donc, elle veut savoir est-ce que la quantité, imaginons, de la saucisse, ou j'en sais rien, ou de la salade, qui est dans le petit pain, s'associe pour le shiur de Birkat Hamazon. Oui, alors j'explique en d'autres mots. Il est bien connu que quand on mange un petit pain maisonnote ou un gâteau, bon, la bracha c'est maisonnote au début et à la fin c'est à la miria. Et si c'est du pain, alors bien sûr c'est motzi et birkat Hamazon. Mais dans le cas où on a pris une quantité importante, qui s'appelle dans la halakha une quantité qui a la valeur qu'on peut fixer sur ça une seouda, dans ce cas-là il faudra faire nitila, motzi et birkat Hamazon. Quel est le shiur? Alors, techniquement, c'est à peu près 216 grammes. Ne me prenez pas au gramme près, mais c'est plus ou moins 216 grammes. Maintenant, par rapport à la traduction de l'actualité, eh ben, écoutez, il y a plusieurs genres. Si on va prendre par exemple les rogalères, il me semble qu'ici à Tel Aviv, ils sont assez grands. C'est vraiment des bons petits pains. Ou il y a aussi des mini rogalères. Là, je parle à Bnei-Brak, ceux qui connaissent un peu les rogalères de Bnei-Brak, ils sont plus ou moins moyens, ils ont 30 grammes plus ou moins chacun. Donc ça fait une moyenne de 6 à 7. Si tu prends 6, 7, même 6 peut-être à la rigueur, tu es déjà dans une question qu'il faudra peut-être faire les tila, motzi, et puis kadamazol, étant donné que la quantité est d'environ 216 grammes. Donc, C'est pas, c'est pas sur Kazaït quoi. Après Kazaït, on fait moussi, c'est sûr quoi, non? non, pas du tout. Non. Non, quand c'est du mésonote. Mais c'est-à-dire, si j'ai envie de prendre un petit bout de pain, là, un petit bout de pain comme ça. C'est une autre Non, chose. mésonote. Non, non, c'est autre chose, une seconde. Quand tu prends un bout de pain, Ouais. s'il est moins de kazaït, c'est vrai que tu peux faire un motzi, et c'est tout. Un moussi sans faire mercat. Rien. Puisqu'il n'est pas important. Ok. Mais sache, cher ami, que même un crouton et un peu plus, c'est déjà beaucoup plus que kazaït, ça peut être kabetza. Donc, Stam, kazaït- entre kazaït- parenthèses, kazaït c'est très minime. Kazaït, c'est, imaginons, le volume d'une allumette minus. C'est nul. Boîte d'allumettes, pardon. Oui? D'accord, donc après, Spécialiste si on- de cette- Donc j'explique. Donc j'explique. Tu as posé c'est une nouvelle question, je vais quand même y répondre. 1. Si tu manges un bout de pain qui a une importance de moins de 30 grammes, on va parler ça en grammes, mais c'est pas exactement, c'est pas très méticuleux de dire comme ça, mais bon, histoire de rouler. Donc je prends un bout de pain à moins de 30 grammes, en tout cas dont le volume est moins important qu'une matière entassée qui aurait un volume du bois d'allumette que vous connaissez. D'accord? Ça, tu pourras faire un moti et tout court, c'est tout. Et rien faire après puisque c'est une quantité minime. Des tilates quand même. Bah non plus, a priori non. Tu peux toujours faire, mais sans bracha. Mais si tu manges kazaïd jusqu'à kabetza, donc depuis le 30 grammes, on parle encore une fois de façon très arrondie, 30 à 50 grammes plus ou moins, il faudra faire nitila, sans bracha, puisque c'est une discussion est-ce qu'il faut faire la bracha, et tu pourras consommer ton pain et faire donc birkat Hamazon aussi, puisque tu as mangé une quantité qui est kazaïd plus. À partir du moment que tu manges kabetza, qui est 2 fois kazaït, donc non seulement tu feras netila et avec bracha, d'une, et de deux, tu feras birkat Hamazon, attention, minatora dans ce cas-là, en tout cas si tu es rassasié. C'est clair plus ou moins? Super. On revient à notre musique. Si tu manges des rogalères qui sont vraiment pas du pain, donc a priori même si tu manges 3-4, maisonot à la meia, aucun problème, ni netila, ni moti, ni birkat Hamazon, maisonot à la meia. Mais si tu rentres dans 6, on va appeler ça les 6 rogalères de Bnei-Brak, ou en tout cas, en d'autres mots, si on parle en grammes, 216 plus ou moins, tu n'as qu'à faire le calcul, selon la grandeur des rogalères, ça peut être 2, 3, s'ils sont grands, ils sont importants. Dans ce cas-là, il faudra faire deux choses. Un netila, une seconde, deux hamotzi, et manger ton rogalère, et bon appétit pour 6-7, et après Birkat Hamazon. Ça c'est d'une. De deux, par rapport à la bracha de Birkat Hamazon, étant de netila, dans ce cas-là, bien que tu aurais a priori une importance
d'une grande quantité, c'est une discussion. Avovadia dit qu'il vaut mieux ne pas faire la bracha. Celui qui veut quand même la faire, il peut se soutenir, il est soutenu par la vie du Sha'an Aour. Mais voilà, c'est l'idée, d'accord? Donc j'ai répondu. Quand t'as fait qu'on va continuer, on a donc le fameux petit pain qui est mésonote. Même les petits pains, c'est pas évident que c'est toujours mésonote, parce qu'il y en a qui disent que puisque il y a des petits pains qui sont voués à être le sandwich du repas. Et donc c'est comme le pain, avec un grand L, avec un grand P. Donc dans ce cas-là, c'est pas un problème, mais sans rentrer dans cette considération, imaginons que j'ai des fricassés. Et là, non, fricassé, c'est pas... Non, fricassé, c'est... Non, fricassé, c'est... même pas. Je vais dire pourquoi, c'est un bon exemple. Parce que fricassé, c'est frit, oui. Ouais. C'est frit. Et donc c'est frit, normalement, si tu prends 2 kilos, Il n'y a pas. à part le fait qu'il faut faire attention de ne pas avoir des maux de ventre, eh ben tu pourras faire que mésonote et à la mehia. Faut utiliser, hein, c'est tout. Voilà, Hazak. Ok, alors l'hamburger. Tunisien Nagid. avant les chiots. Voilà. Main. L'hamburger Nagid. Maintenant, un hamburger, donc on va appeler ça un petit pain pour qu'on comprenne plus clair. Dans ce cas-là, alors, s'il y a 216 grammes net de pain, alors là, il faudra faire netila sans bracha, si on veut. Non, avec. Regarde, j'ai pas dit que c'est du pain. Hamburger, c'est du pain ou c'est des mézoïnes? Zaines. Non, c'est pas un peu bête à moi. Qui a mata véché chez Non, Ferran. Ravovadia Yosef il dit tu dois pas faire la bracha et Shurnaour il dit tu fais la bracha. Oui, regarde. Donc, dans le cas où il a pris en médoc, s'il a pris 216, il fait netila. Il vaut mieux pas sans bracha s'il veut quand même faire à l'étia dedaim, la brioute. Deuxièmement, il fait à moitié. Troisièmement, il mange. Quatrièmement, il fait biket Amazon. Maintenant, est-ce que les 216 grammes peuvent être aussi composés, entre guillemets, de un peu de salade, imaginons 100 grammes de salade et 116 grammes de pain, de hamburger? Réponse non. Parce que, qu'est-ce qui est considéré être mitztaref? Comment on dit mitztaref? S'associer au shi'ur, à la quantité de 216 grammes pour te provoquer le union de moti et tout, ce n'est qu'une chose qui a été pétrie avec la pâte. Par exemple, donc en l'occurrence, si la purée qui est au milieu du bourricasse ou la confiture de, je sais pas quoi, de framboise qui est dans le gâteau là, qui est dans les petits pains comme ça, framboisés, etc., ça ne contribue pas au compte de 216 grammes. Voilà. Maintenant, dernière question, et là je veux commencer vite parce que c'est vraiment, maintenant c'était juste, c'était vraiment, comment dirais-je, la poste. Juste une seconde, regarde, parce que dans Une le seconde. Burger Inn, les petits pains. Oui. C'était ça. Ils sont mésonotes. Déjà on sait pas. Comment t'as pas une balance? Mais non, mais c'est ça le truc, je veux pas savoir si c'est 250 grammes ou pas. On est d'accord. C'est ce que j'ai dit, on n'a jamais une balance sur nous. Si, c'est ma vache, Eh ben, C'est 3 mini hamburgers. Frérot, c'est ça le. je ne fais pas comme ça. Prochaine fois, tu me les amènes, je te répondrai. Ah, il faut que je les vois. Comme ça, comme ça. C'est un tout petit. C'est exactement Non, ça. C'est un tout petit, le bout du Trois pain. comme le ça. bout du pain. je comprends pas. Quel est ton problème d'aller chez le monsieur de... Avec une balance. Voilà, une balance. 2 secondes. Quel est le problème? Je comprends pas. Non, mais lui, c'est dit, Pourquoi c'est vous voulez me rendre Archimède malgré moi? Je comprends pas. Faites un calcul clair. Je vais te donner un exemple. Par à Bnei-Brak, c'est quoi? Je vais te faire travaux de pratique à toi, propre à moi. Tu vas aller à Bnei-Brak aujourd'hui. Tu vas acheter 6 galères moyens. Pas les mini et pas ceux qui sont à Tel Aviv. Et tu vas voir. Tu vas comparer. Tu dis, voilà, 6 galères. Maintenant, combien d'hamburgers? Fais le travail, toi, pour que je fasse le travail, moi. Je t'ai dit à peu près. Non, Oui mais ou si non? le cas il arrive. J'ai le droit. Si le cas il arrive, on fait quoi? Comment il arrive? Et c'est pour ça qu'il faut être prêt avant qu'il arrive. Moi, je te préparais la théorie. Toi, tu vas accomplir la pratique. Vous avez 3 petits hamburgers. Bli Neder. Binéder. Non, mais pas sec. Non. Plein. Je vais manger en même temps. Ah, j'ai compris. Bon, en tout cas, dernière question qu'avait posée Yaniv. Il avait dit que si Non une mais personne... juste, excusez-moi, mais ça répond quasiment jamais à la question donc. Parce qu'on n'a jamais une balance. Et donc à chaque fois qu'on se retrouve devant le truc. Alors je mange. Bon, comment il est hamburger? Ah là, tu veux de la tsoumi. Non, mais comment il est hamburger? Mais non, c'est pas pour l'hamburger, c'est Si, pour Il la est comme ça. généralité. Il est comme ça le hamburger plus ou moins au niveau volumineux. Mais si demain c'est autre chose. Réponds-moi. Alors qu'est-ce que tu veux? Et si demain veut venir Mashiach, tant mieux. Il n'y a pas de règle quoi, donc il faut peser. C'est ça la règle. Ou peser, voir avec l'œil. Avec Non, l'œil. c'est-à-dire en gros, tu dois peser chez toi. C'est une con. certaine quantité de C'est pain, tout. et tu dois voir après tu vas te La mettre- pizza, alors la pizza. Avant que je me suis marié, c'est- il nous a dit c'est- Ravrot. c'est pas Attends, je te donne un exemple. Attends, je vais te guider pour le mariage. Avant de me marier, il m'a dit Ravrot. Maintenant, il faut toujours savoir dans la halakha, dans l'accomplissement des lois, comment dirais-je, comme par exemple, si tu t'es planté dans l'autoroute, tu sais qu'il faut aller, je ne me connais pas Baruch Hashem dans les routes, mais bon, il faut aller à 4. Je sais que tu peux prendre par le périph', j'en sais rien, tous les trucs. Je sais plus ou moins comment te réorienter. La même chose dans la halakha, je peux me dire, donc s'ils sont un truc, je sais pas.
Je te donne les cas généraux, la même chose. Je dis, si, imaginons, comment ça s'appelle, tes lacets, ils sont embobinés le Shabbat. Ouais, ils sont embobinés le Shabbat. Donc comment tu vas faire? Ah, ta femme maintenant, tu dis, attends, selon le Hazonish, Kesher Shel Kayama, Kesher Uma, entre-temps, ta femme met une béchette. Tu sais que prends un couteau et déchire tout, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Parce que c'est coréen, etc., c'est calqué, etc. Donc, la même chose, je dis, toi, je sais très bien, je t'ai déjà dit, sirop galère, tu les as vus une fois, voilé une fois, ça vaut le coup. Et point final, et en fonction. Maintenant, c'est pas compliqué. Hein. Et la pizza, alors Il faut toujours, quand tu n'es pas sûr, il faut t'arrêter un peu plus bas. Et quand tu n'es pas très sûr et tu veux faire moitié, mange un peu plus haut. Des fois, en général, tu peux te planter maximum d'un rogalère en haut, en bas. Je pense pas que ouais, d'accord. Je ne comprends pas la date, tu fais aussi sur tous les points. Voilà. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit important. Que de pain, je veux dire. 216 grammes. Oui, de pâtes. mais si le petit pain, je sais pas comment il est, je sais pas ce que c'est en burger, montre-moi, je te dirai. Non, la question est, est-ce qu'il est juste, comment dirais-je, salé entre guillemets, ou il y a un peu de comment dirais-je, un peu de jus d'orange, j'en sais rien. Tu vois? Huilé, très huilé et tout. S'il est très huilé ou s'il est un peu matoc parce qu'il y a du truc, de chance. Donc tu peux pas me faire un stage sur Chod Brachot, bien qu'aujourd'hui c'est tout Bishvat. On y va, de par ailleurs. Oui, j'ai pas le droit, je vais pas être plus clair que ça. De par ailleurs, si une personne aurait rêvé ou il y a eu un doute, est-ce que j'ai fait Mincha? Oui. Est-ce qu'elle va refaire Mincha ou pas? Eh bien c'est pas évident. Donc dans ce cas-là, on va lui dire que si tu veux refaire, tu peux refaire, mais il faut faire un Tnaï Nedava. C'est quoi Tnaï Nedava? Faire une condition. Que si jamais j'ai pas fait Mincha encore en fait, voilà, je la fais. La Hamida. Mais si jamais j'aurais déjà fait Mincha, pour que ma Mincha ne soit pas en vain, alors je suis mitkaven, j'ai la pensée que de faire ça en tant que Nedava, en tant que prière volontaire. D'accord? Et maintenant, je vais essayer de commencer, de rentrer dans les Chot Shvi'it, des Chot très très profondes, et je vais essayer de vous faire passer le maximum en le minimum de temps, mais que c'est pas évident. Mais bon, ça nécessite deux choses. Un, votre concentration. Deux, le moins possible de questions, à moins que ce soit très incompréhensible, ce que je veux dire. Donc, je reprends. Je commence. C'est marqué l'essentiel paracha qui parle de l'Chot Shemitah. C'est la paracha de Behar Sinai. Au début, donc, de Sefer Vaikra, Perek Kafeh. Ça, c'est d'une. De deux, quelles sont comment dirais-je, les bases ilchatiques de ça? Un, c'est Masechet Shvi'it. Dans Seder Zraim, dans les Mishnayot, il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Shvi'it. Quasi-totalité de la Masechet, elle part du Ilchot Shvi'it. Le Rambam, c'est Ilchot Shemitah Veyovel. En fait, les 9 premiers prakim parlent de ça. Après, il y a Ilchot Yovel qui sont malheureusement aujourd'hui pas praticables. Et étant donné que le Yovel, aujourd'hui, puisque Rav Am Israël ne sont pas en Eretz Israël, donc on ne peut pas pratiquer le Yovel. C'est de façon très succincte, il y a beaucoup plus de détails de ce que je dis. Non, non, je peux pas. Ah oui. Non, parce que je suis très concentré, tu n'imagines pas. Leilu Nishmat. Schod Alemod. Leilu Nishmat. Chaya Rachel. Bat Sassia Lisette. Les deux Khayalim qui sont ici. Et de tout, ouais. Et les deux Khayalim qui Leilu Nishmat, j'étais à Hayalim Shnifteru. Leilu Nishmat. Patricia Bat. Alisa. Et encore un autre nom? Non? Ça va. Dorsha Iftar Moseel. Amen. Ça c'est d'une. On avance. C'est marqué dans la paracha, dans la suite, que Kadosh Baruch Hu a fait une promesse. V'chitumru manuchal bashana ha-sheminit hen on izra v'lo ne'esov, etc. Abisraël va poser la question. Comment si on surveille aussi bien la Shvit et dans le cas où c'est aussi le Yovel, donc en fait 2 années consécutives dans lesquelles il n'y a aucun travail d'agriculture, comment on va pouvoir comment tenir le coup? Réponse à Kadosh Baruch Hu dit Vetsi veti et birchati bashana shishit ve'azat lachem b'shishet hashanim. Kadosh Baruch Hu va tellement bénir la 6e année en question qu'il y aura une telle bonne abondance en quantité et surtout en qualité, donc qu'on pourra tenir le coup jusqu'à 6e, 7e, 8e. Et le temps qu'on est dans le 9e de se recycler. Rav Ovadia, Alav Shalom, dit qu'aujourd'hui, cette promesse apparemment n'est plus pratiquée. Pourquoi? Parce que, étant donné que selon la majorité des décisionnaires, les halachot Shemitah, l'accomplissement des lois qui sont en rapport avec cette 7e année, bien que c'est une année sainte, certes, ils sont que midera banan, que selon nos sages. Étant donné qu'il y a une Gemara de Masechet Gitin
Daflamet Vav Amoud Aleph. Chita de Rebi. La chita de Rebi dans Gitin, qui dit que c'est marqué dans Bachet qui t'était, je me pense. Vezé Dvar Hashemita Shamot Kol Baal Mashe Yado Bereheu. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, עד שמיטת כספים ועד שמיטת קרקעות. בזמן שאתה משמט קרקעות, אתה משמט כספים, בזמן שאתה משמט קרקעות, אתה משמט כספים. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en un mot que Rébi dit, je vais dire de façon très succincte, tu me caches le truc, ou rapproche-toi, frérot. Bien que c'est dur pour toi. Il y a dans le passage, c'est marqué deux choses. Shamot, Vezet Dvar Hashmita Shamot, prends deux fois. Tu dis Vezet Dvar Hashmita. La Rébi te dit ici qu'on a une espèce de juxtaposition. Que tant qu'il y a le Yovel qui marche, il y a aussi la Shvi'it qui marche. C'est quoi le Yovel? Yovel, c'est une année qui est en fait comme la Shemitah, plus ou moins, dans tous les détails. Mais on n'a pas le droit de. Ni de travailler, ni de ceci, ni de cela. Mais c'est pas tous les 7 ans, c'est tous les 50 ans. Et pendant un an, ils ont un an de vacances, quoi. La même chose. C'est comme la Shemitah, bonus. Mais pas tous les 7 ans, tous les 50 ans. Et c'est quoi, je t'en prie, Yannick, Mahila. Je veux répondre à toutes les questions, mais de même que moi, j'essaie de me concentrer, vous aussi essayez de garder les questions. Je vais essayer de répondre, mais je veux garder le fil, ne serait-ce que quelques minutes. Il faut, histoire de vous transmettre la chose entière. Ça, c'est June. D'accord, Rabotai? Super. Maintenant, il dit que tant que le Yovel marche, il y a aussi la deuxième Shemitah qui est la Shvi'it. Quand il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas de Yovel. Pourquoi on n'a pas le Yovel? Parce que Agmara dit dans Maseret Aarin, Daflamet Gimel, que le Yovel, c'est que quand Rov Am Israël, c'est on dit Kol Israël, en Eretz Israël. Or, c'est pas le cas aujourd'hui? Si, on dit que le Rov, il est ici. Non, qui dit? Disons, récemment. On dit. Ah, peut-être. On, c'est un pronom imbécile. Weiter. Oui, bien sûr. D'accord? Ça, c'est Rov Yeshve Alea. Et donc, puisqu'il n'y a pas de Yovel, même sans ça, il y a encore d'autres Tnaïm, je crois. Quand Rov, Kol, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y en a qui disent qu'il faut Kol. Donc c'est sûr que ce n'est pas le cas. D'accord? C'est sûr que ce n'est pas le cas. Et donc, tant qu'il y a le Yovel, il y a la Shemitah. Il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas la Shemitah. Donc aujourd'hui, la Shemitah est le comité Rabbanan. Plus que cela, selon Rabbi Zrachia Alevi, qui habitait en Montrouge, en France. En Montrouge, en France. Et qui était à l'époque du Rif. À l'âge de 17 ans, Rabbi Zrachia Alevi a osé, entre guillemets, écrire il a discuté avec le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui était un des grands, déjà à son époque, même aujourd'hui, ça fait déjà peut-être 800 ans plus. Il avait 80 ans le Rif quand le Raza a 17 ans, un jeune homme, entre guillemets, et il a eu des discussions avec lui. En tout cas, le Raza et le Itour, qui a vécu à Marseille, là aussi, ça fait peut-être 800 ans ou plus. Le Itour. Et encore, le Avad, Rabbi Avraham Ben David, c'est pas sûr. C'est une discussion, Rav Ben Yonah Bashaoul dans l'Agdama de son Sefer de Rachvit. Il est pas sûr dans la vie d'Rabbi Avraham Ben David. Et peut-être aussi le Eshkol, mais Kitsour, plusieurs Rishonites qui pensent que la Shemitah aujourd'hui, elle est gournisht. Afilolo midera banan, comme midat asidut. Mais, faut traduire quand même pour. C'est pas grave, il y a des choses qui se traduisent pas. Comme EPS, tu traduis quoi? EPS? Tu dis pas yoga EPS. Quoi, Stav. EPS, c'est une conjonction afin qu'il n'y ait pas de blanc dans la discussion. Voilà. Donc je reprends. Et d'accord? C'est clair? Maintenant, je continue. Maintenant, Rav Ovadia dit qu'aujourd'hui, étant donné que la Shemitah est au grand maximum midera banan, tu ne peux pas dire que la Torah va te promettre sur ça. Ah, et la question se pose que voilà que dans Moshav Komemiyut et dans beaucoup d'autres Moshavot, beaucoup d'autres endroits agricoles, qu'ils ont eu véritablement des miracles face à toute l'agriculture. Donc, comment? C'est pas Vetivité d'Ibrachati. Alors, Rav Ovadia dit non. Il dit pourquoi? Il disait, étant donné qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Ils ont eu Messirut Nefesh, ils se sont donnés cœur et âme pour garder les lois de la 7e année. Akadosh Baruch Hu leur a fait aussi un truc spécial, bonus. Mais ça ne veut pas dire que c'est spécifiquement à cause de la promesse de la Torah de Vesiviti, mais c'est un bonus étant donné ton effort spécial. De par ailleurs, le Hazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, qui est l'oncle de Rabbi Chaim Kanievski, qui est l'oncle de Rabbi Nissim Karelitz, qui est l'oncle de Rabbi Chaim Greinman, de Gitzo, de Léola, tout ça c'est des cousins. Tout ça c'est des cousins. Avraham Yeshayahu Karelitz, un des frères à lui, et c'est le père de Rabbi Nissim Karelitz de Bnei Brak. Et une sœur à lui, c'est la femme du Stapler, la maman de Rabbi Chaim Kanievski. Et une sœur à lui du Hazon Ish, c'est la femme de Rabbi Shmuel Greinman, le père de Rabbi Chaim Greinman.
קיצור, זכותה, השם ישמור את הצדיקים שלנו. Amen. Alors, Hazan Ish dit que non. Vetzivitiet Vilchati est applicable même aujourd'hui, étant donné que la Torah te bénit du fait que tu écoutes au Hachamim. La Torah n'est pas praticable que quand tu fais des halachot qui sont actuels selon la Torah, mais même le fait que tu écoutes au Hachamim qui t'initie à la Torah, bien qu'il n'y a pas de Iyuv de la Torah, quand même, tu as la bracha de la Torah. Et j'ai vu ce Shabbat que le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui habitait à Francfort de Main, en Allemagne. C'est un descendant de Rachid. Hein? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était le beau-père de Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, vous en avez entendu parler une fois? C'est Gdolé Olam. Je vous dis une parenthèse, c'est qui le Hatam Sofer à Botaï? Hatam Sofer, à l'âge de 15 ans, il a fait Sioum du chasse. Mais je sais pas si c'était la première fois, peu importe. Et ils sont partis en excursion, sa classe. Il a fait Shmona Esrei. Ils étaient dans un champ. Et au milieu de Shmona Esrei, il est venu le grand paysan Goy, avec son gourdin, il commence à frapper tous les barreaux, ils sont tous sauvés. Mais notre cher Hatam Sofer Rabbi Moshe Sofer était en pleine Shmona Esrei. Il a dit, j'arrête pas. Hein, quoi qu'il en est, l'autre, il le tabasse. Il continue cette fila. À la fin de cette fila, Hatam Sofer, il a fait Osé Shalom. Il a envoyé une droite. L'autre, il a fait Sham Tehe Kevurato. Il avait une droite au Mais ça veut dire que c'était pas un musclé. Il faisait pas de la, comment dirais-je, SP. Comment ça s'appelle là? Swimming pool. Non, il faisait pas Haidar Kosher. Il avait Koah Rouhani. Haidar Kosher, c'est salle de muscu. Ok, merci. Et donc, il faisait pas sa rabotaille. Mais il avait la Kedusha de la Torah. Et donc, Baruch Hashem, il a fait Tikkun. Je sais pas s'il a fait Tikkun ou pas. À la même époque, Hatam Sofer. Hatam Sofer avait une femme dans sa ville, donc en Hongrie, parce qu'il était aussi rave en Hongrie. Et cette femme-là, c'était une des premières qui a fait la brèche de la Tzniut, contre la Tzniut. En fait, c'est un peu, tu vois. Hatam Sofer, ils l'ont mis au courant de cela. Il a appelé chez lui, dans son bureau. Il a mis en garde. Il a dit, fais attention, c'est dangereux ce que tu fais, c'est pas bien, ça peut influencer d'autres femmes, etc., etc. Elle n'a pas fait attention, Rabotai. Peu de temps après, le Halel ou Alchem, elle est nifteret. Mamash, peu de temps après. Le Adam Zofer, il aura dit dans la Levaya, quand elle passera la Levaya à côté de mon Beth Amidrash de Maïshiva, appelez-moi. Ils ont tous dit, il va sûrement nous dévoiler l'Amérique. Peut-être il va nous dire qu'en fait c'était une sadéquette, j'en sais rien. Et bien, Rabotai, au milieu de la Levaya, ils sont arrivés, ils ont appelé Adam Sofer, Gdolador. Il est descendu les marges du Beth Amidrash, il s'est approché de la Nifteret, il a ouvert le drap, il lui a craché dans la figure, il lui a dit Kacha ancho shel poretz geder. Telle est la punition d'une personne qui fait une brèche dans la Kedusha de Am Israël. Oui, mais c'est juif. Oui? Pourquoi cracher sur un. Ah oui? Ah non. Donc tu es Alex sur Hatam Sofer. Non, le Khatam Sofer, il a raison. Il aurait pas dû cracher. Il aurait dû lui cracher dessus de son vivant, pas quand elle est morte. Parce qu'elle peut pas nous défendre, la petite. Gdolé adore, il savait quoi faire. On n'est pas en train maintenant de juger ce qui s'est passé. On est en train de prendre que la morale de la chose. Ah, d'accord. Que Gdolé adore, ils ont sur les épaules la responsabilité de toute la génération. Tu comprends? Oui. Ben dans toi, tu es dans ta petite chambrette, tu dis peu importe, il y a Iloul Shabbat, à Afoula. Non, je ne contredis pas ce que. Non, Al-Shalom, je t'explique. Mais Gdol adore, et Nifteret, il a jamais, en neige. Bon, je vais pas rentrer dans des histoires. Aïe, 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 le Adam Sofer, il dit. Non, il faut pas que je m'empale dans des histoires, parce qu'ils ont risqué de faire un shiur d'histoire. Je suis pas une preuve d'histoire. Aïe, 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 Adam Sofer, il dit que la même chose comme le Hazon, j'ai vu. Shabbos. C'est connu que j'ai écrit, ça fait 6 ans. Exactement. En Tav, Shin, Samertet et Loul. Je les ai vus ce Shabbat. Et j'ai vu qu'Adam Sofer, il marque quelque chose comme Hazon Ish. Qui dit que le fait qu'on écoute Achamim, ça amène aussi la bracha de la Torah. On revient. T'as ces premiers points. Maintenant, quand on me dit que cette année est sainte, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord au niveau un peu idéologique, ou plutôt mystique. Vous aimez bien la mystique. Je me rappelle quand on avait fait un bac en français, on avait un texte mystique et politique. Je ne sais même pas rien du tout. Bon, peu importe, on revient. Les Avdil. La mystique. Tout d'abord, selon les kabbalistes, cette année-ci, Tafshin Ayin He, c'est une année tellement sainte que, par exemple, on ne fait pas Tikkun Ra'el, pour ceux qui font Tikkun Hatzot, à Tikkun Chatzot. Le Chidush Harim dit, le Admour Migour, il dit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch au début de Orach Chaim, Yerei Shamayim,
Arrête, tu me déconcentres, frérot. Yere shamayim, yakum be'atzot yoma tikun hatzot. Qu'une personne qui est pieuse, on va appeler ça comme ça, Yere shamayim, qui a la crainte des cieux, doit se lever le soir et faire tikun hatzot hatzot. La question se pose, il dit le Imrecha, il dit le Admon Migour, quelle est la question qui se pose? La question est, pourquoi c'est marqué que Yere shamayim? Une personne qui n'est pas Yere shamayim, elle serait exemptée de faire tikun hatzot, point d'interrogation? Point d'exclamation? Vous avez compris la question? Réponse, il dit une personne qui n'est pas Yere Shamayim, qui n'a pas d'Yirat Shamayim, qui n'a pas assez de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Avant de pleurer dans Tikkun Chatzot sur la destruction du temple, il doit d'abord pleurer sur sa destruction personnelle. Une fois qu'il sera reconstruit personnellement, il aura déjà le statut et la valeur et la possibilité de pleurer sur la destruction effectivement du temple. Et comment on atteint la Yirat Shamayim au peu de vrai? Alors, tout d'abord, je ne peux pas expliquer ça en un jour. Non, mais c'est un pour une petite. Yirat Shamayim. Tout d'abord, il faut étudier Moussar. Si on n'étudie pas au moins 10 à 15 minutes par jour, je ne vais pas dire une demi-heure parce que ça va être très très dur pour nous, mais 10 à 15 minutes de Moussar, de livre de morale par jour, on dit, comment on dit en tunisien? Khlet. Yem Kata. Ok? Donc, si dans ce cas-là, c'est Haval Azman. Voilà, d'accord? Ça, c'est un. Maintenant, quand tu finiras ça, je te dirai encore d'autres directives. Je ne veux pas que ce soit trop dur. Chaque cours a un petit. Voilà, chaque jour, on avance. J'espère que jusqu'au prochain, tu auras de Yirat Shamayim plus. Et donc, tu auras plus de Keilim. Moi, envie, déjà. Que tu puisses manger avant. Non, enlever la Tava de l'Akhila, c'est un nouveau processus. Bon, alors, je reviens. Ça, c'est par rapport à Edou Shaharim, par rapport à Tikkun Hatzot. Deuxième valeur, on va dire aussi un peu mystique, le Ben Ishai et d'autres disent. Entre parenthèses, on a dévoilé très dernièrement, le Sefer Mekabtiel du Ben Ishai, qui a été méconnu pendant plusieurs années, jusqu'à dernièrement, je sais pas, il y a un grand riche qui a trouvé un goy en Koweït, j'en sais rien, et qui avait les écrits du Ben Ishai, du Sefer Mekabtiel, qui est cité plusieurs fois, non, c'est un Sefer Halachot. Plusieurs fois dans le Ben Ishai, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad, qui est ça fait environ 103 ans, ils l'ont acheté, ils l'ont édité, et il y a beaucoup de Hidushim du Ben Ishai qui sont mentionnés par allusion dans le Ben Ishai, et il t'envoie, vois mon petit livre, petit par modestie, Bekapteel Halachot. C'est aussi peut-être un peu kabbalistique aussi, mais j'ai pas trop étudié. Et donc on a retrouvé le Ben Ishai. Pour retourner à notre musique, le Ben Ishai dit que cette année de Shnat HaShmita en Eretz Israël, on ne fera pas Shilou Haken. Shilou Haken qui est une mitzvah quand tu vois un oiseau sur des œufs, etc. Tu fais Shilou Haken. Shadjam a dit aussi, une fois qu'il chamaille avec sa femme, il fait Shilou Haken. Shalih, tishalih et ta M, et ta banim tikahlach. Celui qui a compris, c'est bien. Et il te traduira après. Non, c'est des choses qui se disent qu'en hébreu. Tu demanderas après à Yanniv. Yanniv, ah, cette mitzvah selon la Kabbalah, c'est la Kabbalah, il vaut mieux pas la faire. Étant donné, laissez-moi. Étant donné que cette mitzvah, elle a un degré spirituel, entre guillemets, plus bas que la Shemitah. Or, la Shemitah, c'est style dans une haute gamme. Donc, comment j'ai fait ça? Plus que cela, les kabbalistes, Bezrat Hashem, que nous donne le trou de pouvoir être comme les kabbalistes, de savoir faire les kavanot dans la Hamida. Vous avez déjà une kabbaliste qui va dire Baruch Ata Ador. Ouais, donc c'est une heure. Laisse-moi parler. Oui, non, c'est pas une heure, ça dépend, il faut s'habituer. Mais des fois, une demi-heure, c'est assez moyen. Ça dépend, il y en a qui sont très petits. Par exemple, le Halban, tu vois, Habibi Shmouna Esra, il fait plus vite que toi. Il fait 3 minutes, c'est 30 minutes. Halban, Rabbi Haïm à Cohen, de Givataim. Ici, ouais. Ils ont dit une fois, comment tu me gamines? Il dit, je sais pas, quand je lis, les lettres me sautent. Moi, c'est une gdouche arabe, on peut pas comprendre tout ça. Mais je sais, je veux pas, c'est pas un courant mystique. Il n'y a pas de ça pendant la Shemitah, la France, cette année aussi. Archélie. Oui, il n'y a pas. Alors, cette année, dans les kavanotes, c'est pas qu'il n'y a pas. Il y a des kavanotes spéciales dans la tfila du Shmona Esrei des kabbalistes. Il y a des kavanotes spéciales à cette année. Et si une personne fait des kavanotes qui sont régulotes de tous les autres 6 années, et ben c'est enze metaken et la mekalkel. Non seulement il n'a pas aidé, il n'a pas construit, mais il a détruit. Et j'avais dit, je vous souvenez, un machal. Tu te souviens du machal? J'avais dit un exemple. C'est comme si tu appelles un plombier pour réparer une fuite dans un avion. C'est aucun raps. Il s'y connaît pas. Bien que lui s'y connaît dans les fuites.
Oui, mais dans les fuites d'eau, dans le robinet, ou j'en sais rien. Mais pas dans un truc, pas dans un moteur d'avion. La même chose. Je peux pas faire des cavanotes de toutes les années. Déjà, je suis très. Plus que cela. Rabbi Ben Zion Abba Shaul, au début de son œuvre Or Letzion, dit dans la Gdama que cette année, on l'appelle pas pour rien sabbatique, mais en fait, c'est une espèce de Shabbat annuel, ou plutôt de très grand Shabbat. Au lieu de durer 24 heures, il dure 365 jours. Extra gros Shabbat. Je connais, il y a un truc Gerber, Forte, tout, truc, etc. Akamol, Forte, plus, etc. 100 000 gales, la même chose, c'est un Shabbat Forte. Il dit à un tel point que pendant le Chodesh Elul de Tavshin Ain Dalet, qui est déjà passé en fait, c'est comme le Erev Shabbat, c'est comme le vendredi après-midi, dans lequel on se prépare pour le Shabbat. Ainsi, le Chodesh Elul entier, une espèce de préparation de l'année shabbatique. Plus que cela, il dit c'est possible que l'étude, la Toiro, dans la 7e année, il a l'importance comme celui de tout Shabbat et Shabbat des autres années. Et donc, aïe. Tu as compris? On fait une translation. Et le Shabbat alors? Le Shabbat dans la Shemitah. Alors le Shabbat, je ne sais même pas comment le dire. Chaque jour, ça représente un Shabbat. J'ai un copain à moi que dernièrement, il a eu une fille, donc cette année qui est la 7e année, le Shabbat qui est le 7e jour de la semaine, et c'est cette 7e fille, il l'appelait Batsheva. Ahla. C'était bien? Tu es obligé? Batsheva qui est née le Yom HaShevi, Bashana HaShevit, via Bat HaShevit Shel Mishpacha. Avec le nom et ça va avec C'est ça, ça va. C'est bien. Donc on reprend. Aïe. Donc cette année, c'est importance. Maintenant, c'est par rapport, tout ça c'est l'introduction. Maintenant, et je peux vous parler aussi des travaux d'agriculture, mais étant donné que c'est moins, comment dirais-je, dans notre actualité, je préfère sauter cette page. Donc après la page de publicité, on va avancer le prochain détail. À savoir, 1. On va dire un exemple qui peut être très pratique. À savoir, je veux faire la spongia. Comment les spongia en français? La serpillière. La serpillière, Razak. Donc je vais faire la serpillière dans la maison. Et des fois, j'ai une espèce de, comment on dit, adanit, ou atit, bravo. Tzitz. Non, tzitz, c'est pas ça, c'est une plante. Une plante avec donc, un pot avec un pot de terre avec une plante. Et donc, quel est le problème qui peut se poser? A priori, si jamais je prends cette plante-là qui est donc dans ma maison et je la mets sur les soragim, à la fenêtre. Donc, des fois, il y a une espèce de... Si, par exemple, la plante, elle a comment ça s'appelle encore une fois le hatit en français? D'argile. Le pot d'argile, s'il est troué, alors, et si jamais, de par ailleurs, il y a un contact aérien, entre guillemets, entre la terre du pot d'argile et une espèce, imaginons, de terrain qui est en bas. J'habite au 3e étage, d'accord? Mais en bas de chez moi, il y a du sable. Pourquoi j'ai du sable? Parce que si c'est carrelé, il n'y a aucun problème, parce que le carrelage bouche la jonction. Mais dans le cas où en bas de ma maison, j'ai donc du sable. Et en relation, en ligne droite, si on fait une translation, j'en sais rien comment ça s'appelle en français, dans ce cas-là, il y a un contact aérien entre le trou du pot et en fait, là, une espèce de yenika. Yenika, donc une espèce de... Comment ça s'appelle? C'est comme si que ça puise. Et donc maintenant, tu as créé un contact avec la terre. Ou même sans cela. Oui. Et même sans cela, le fait que les plantes, des fois, dépassent, n'est-ce pas? La plante, elle n'est pas toujours dans le cercle du pot. Des fois, elle dépasse, elle déborde. Dans ce cas-là aussi, le fait que les plantes aient aussi un contact, ça peut être problème. A priori, ça peut être problème. Et après que j'ai fini ma serpillière, je le remets, j'ai recoupé le contact. Donc j'ai fait 2 fois le problème. 1, je l'ai créé, 2, je l'ai découpé. Je l'ai coupé. Réponse, non. Étant donné que j'ai aucune intention à la chose, étant donné que c'est remarquable que je ne fais ça que pour un court moment, pour la bonne raison, donc j'ai aucune intention de faire ni un chibour, ni un nitouk. Donc il n'y a aucun problème. Nitouk, coupure. Ni coupure, ni relation avec le sol, bien qu'il a été fait, puisqu'il a été fait sans kavana, dans Shvi'it, on dit que c'est moutar. Il y a encore beaucoup d'autres détails. Autre détail, 1 ou 2, pratique. Je vais aller au pique-nique. À Gagné au choix, ou j'en sais rien, parc Léomi, parc je sais pas quoi. Dans le cas où c'est permis, et dans les conditions voulues. Et je vais faire Netila.
Et voilà que je trouve pas trop de lieu où faire Netila qu'à part dans un endroit où il y a de la boue, où il y a du sol, où il y a des plantes. Est-ce que je dois faire Netila? Réponse, oui. Pourquoi? Pourquoi? Étant donné qu'encore une fois, mon essentiel but, c'est en fait de me rincer les mains pour la Netila. Il est vrai qu'il en découle de cela que j'ai arrosé les plantes, mais puisque j'ai pas du tout d'intention, et puisque c'est remarquable mon intention que je suis juste en train de laver les mains, la même chose. De par ailleurs, le Hazon Ish a une omra bidiouk à l'inverse. Il dirait à la rigueur même que si tu aurais un tuyau de Mazgan, c'est quoi Mazgan? La clim, un tuyau de clim. Tu sais que toujours dans tout clim, bien sûr, il y a un tuyau qui fait sortir les gouttelettes là. Et tes gouttelettes sont vraiment au-dessus d'une plante. Donc, du fait que tu veux marcher le Mazgan, tu es en train d'arroser entre guillemets la plante. Et bien après, il est ma'mir dans ça, mais il y a beaucoup qui sont alkim pour la même raison, et beaucoup qui ne sont pas d'accord, pour la même raison que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que puisque mon intention est remarquable, laquelle de me faire du frais à la maison, et aussi, j'ai aussi aucune intention de, comment dirais-je, d'arroser la plante, bien qu'il en découle, peu importe. Voici quelques exemples, on peut encore donner peut-être d'autres, mais c'est suffisant pour l'instant. Il y a une très grande discussion, ou plutôt beaucoup de détails, dans tout ce qui est plantation au niveau des chamamot. C'est quoi chamamot? Stéphane. Chamamot, c'est les trucs sous serre. Tous les plantes. Tu dis oui, après j'ai traduit. Moi, j'ai une question sur ça. Voilà, est-ce que par exemple. Hazak, non? Vas-y. Attention. Ouais, non? Allah. C'est indirect. Quand c'est de l'arrosage indirect, c'est permis. Sans avoir l'intention de. Voilà. Pas dans tous les cas, il y a des détails. Maintenant, de pareil, si j'ai une plante, non, encore un autre détail qui n'est pas d'incompréhension. Si j'ai une plante chez moi, n'est-ce pas? Et j'ai peur qu'elle se fane, qu'elle s'abîme. J'ai le droit de l'arroser de façon logique. Attention, Rav Ben Zion, il dirait que tu peux arroser cette plante-là même de façon, comment dirais-je, généreuse. Non, généreuse. J'ai l'habitude de donner un verre et demi, Allah, ten deux, l'ichvot, shnat shmita. Non, c'est pas bien. Parce que Rav Shabtai Levi a invité quoi avec lui? Il dit non, il faut faire un minimum. Il faut demander à une personne qui s'y connaît, au marchand de plantes, ou j'en sais rien, etc. Il pense que donner un minimum voulu, sans trop moins, mais pas non plus être large. Parce que, étant donné que le fait que tu arroses trop, c'est supplémentaire. Et étant donné que tout ce qui est permis, par rapport à ma relation, moi et les plantes, quand je dis plantes, ça peut être des fruits, ça peut être un arbre d'orange, ça peut être, tout de suite on donne l'exemple aussi des fois, dans l'entrée de certains immeubles, il y a aussi des fois un ornement de plantes, etc. Une espèce de plantes grimpantes, ou une espèce de mimure qui est fait en fait de plantes pour faire joli. Dans tout ce cas-là, on va réfléchir déjà à l'idée. Mais le principe qui est marqué dans la Gemara, Maseret Moed Katan, que tout travail qui est le hukme en araméen ça veut dire qui est pour sauvegarder la plante, c'est permis. Mais toute action, on va appeler ça action agriculturelle, dont le but est en fait de favoriser la pousse de la plante, tu n'as pas le droit. N'est-ce pas? Parce que, étant donné que cette année c'est une année sainte, une année qui interdit des travaux. Il est bien sûr interdit de semer, oui, etc. Mais l'idée générale est que même d'une chose qui est déjà plantée, qui a déjà poussé d'elle-même, ou qui a déjà été semée avant la Shemitah, le fait que je veux la sauvegarder, j'ai le droit de faire que le minimum voulu. Il y a beaucoup de détails dans ça. On va juste donner encore un détail peut-être, et on va essayer d'avancer dans le prochain sujet. Quel est le détail, par exemple, dans le cas, effectivement, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En hébreu, ça s'appelle Geter Hay. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce donc de muraille ou de hein? Une haie. Voilà, une haie, Hazak. Au Rabat. Une haie qui est faite en fait en gazon, j'en sais rien, en verdure. Bon, en verdure. Et tu veux un peu. Viens. On va pas te voir. Mec, tu es plus beau que moi. En tout cas, tu veux des fois un peu, donc comment dirais-je, un peu alléger cette haie et tout. Si le but, je m'y connais pas, je suis pas jardinier, mais bon, si le but c'est en fait de sauvegarder la haie, qu'elle s'abîme pas, alors oui. Mais si le but c'est en fait quoi? C'est en fait pour l'enjoliver, ouais, c'est interdit. Une autre question qui peut se poser. À Bnei Brak, c'est un peu moins. Mais en dehors de Bnei Brak, des fois on a des voisins qui malheureusement n'ont pas eu encore le mérite de surveiller toute la mitzvot. Et ils se permettent
d'inviter un jardinier pendant en pleine année de Shvi'it, faire des travaux même inutiles. C'est le problème qui peut se poser. Dans ce cas-là, selon certains décisionnaires, non seulement tu n'as pas le droit, a priori, de cotiser dans la caisse des voisins, parce que c'est comme si tu acceptes cette Avera, non seulement tu n'as pas le droit de cotiser, mais même dans le cas où Mishum Darke Shalom, pour ne pas blesser autrui. Pour ne pas les blesser, il faudra que tu mentionnes. Moi, je suis prêt à cotiser parce que bon, je veux pas aussi faire. L'argent, ça veut pas. Mais je veux que l'argent parte pour l'électricité, pour l'eau, pas pour le jardinage. Je ne veux pas être collaborateur à cette action. Maintenant, de par ailleurs, si tu es intelligent, tu peux faire même plus que ça. Tu vas, de façon discrète, être mafkir. Tu vas, comment dirais-je, abandonner ta propriété. Pourquoi je dis à voix basse, que je dis à voix haute, ils vont ta propriété que tu as dans l'entrée de l'immeuble. À l'entrée de l'immeuble, on a des jolies plantes. Et mes voisins, malheureusement, n'ont pas encore le mérite de savoir l'interdiction, d'accomplir l'interdiction de ne pas faire des travaux supplémentaires. Et moi, j'ai peur d'être coupable de cette avéra. Pourquoi? Parce qu'une personne, selon certains avis, c'est pas tout le monde qui pense ça, non seulement la Shemitah, elle n'a pas le droit elle-même physiquement de travailler la terre, mais encore plus, elle doit être vigilante que sa propriété de terre ne soit pas travaillée. C'est pas évident. Shabbat, par exemple. Tu n'as pas le droit, par exemple, d'allumer une lumière. Mais si tu as programmé avant Shabbat une minuterie qui va allumer, il n'y a aucun problème puisque la chose se fait de façon programmée. Mais là, imaginons que tu vois un beau jour un goy qui se la ramène dans ton petit jardin et il te fait des travaux. Je m'en fiche, tant mieux. Tant pis. Il fait gratos. Même s'il fait gratuit, il y a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai une obligation, selon certains avis, que ma terre se repose à proprement dit. Quel est le but? A priori, la terre, elle n'a pas de cervelle. Elle ne comprend pas ce qu'on se reposer. Non, le fait que je donne repos à ma terre, ça proclame le fait que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout et il m'a demandé non seulement à moi de me reposer, mais de montrer la chose de par ma terre. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, donc, le fait que tu abandonnes ta propriété, tu t'évades de ce problème-là, que ta propriété n'a pas été travaillée. Mais encore plus, il vaut mieux à la rigueur prendre un fondé de pouvoir de tes voisins s'ils veulent bien, essayer de les convaincre et de vendre leurs droits à la rabbanoute qui va vendre un goy, afin que dans ce cas-là, on va un peu limiter les dégâts. J'ai discuté avec Rav Shabtai Levi, il m'a dit que c'est malheureusement, la rabbanoute ne fait pas aussi ça, pour certaines raisons techniques apparemment, par rapport à tout, il y a plusieurs, en Eretz Israël, plusieurs lieux publics, des jardins publics, des je sais pas quoi, des plantations publiques, et dans ce cas-là, non, dans ces endroits-là, malheureusement, plusieurs fois des jardiniers font des travaux interdits. Et là, c'est un problème, encore une fois, cette question-là. Donc, après qu'on ait parlé de façon très succincte, c'est quoi l'année de la Shemitah au niveau kabbalistique, on appelle ça comme ça, au niveau un peu sgoulik, au niveau des Gul Hazot et compagnie. Après qu'on a parlé un peu des travaux plus ou moins et des cas un peu plus pratiques, sans rentrer du tout dans les cas des plantations sous serre, qui est vraiment un univers en soi. Si vous voulez, on pourra réfléchir à faire un cours sur ça. C'est très très passionnant, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas comme ça. Deuxièmement, maintenant, un nouveau point que j'aimerais parler, il est plus pratique. Et en fait, il devient presque actuel à partir d'aujourd'hui et encore plus à partir de l'année prochaine. À savoir que tout fruit qui est caractérisé étant le produit de la 7e année d'Eretz Israël a une certaine gedusha, une certaine sainteté. Encore une fois, j'ai déjà dit tout à l'heure que cette sainteté aujourd'hui, mais des rabbanats sont la majorité des décisionnaires, mais en tout cas, une certaine sainteté. Cette sainteté s'exprime du fait qu'il y a plusieurs, on va appeler ça des restrictions, mais pour ne pas être passif, certaines lois. À savoir, c'est marqué dans la Torah au début de Parashat Behar. Tu me suis, Baba? C'est marqué au début de Parashat Behar. Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. Traduction. Cette année sabbatique sera pour vous pour manger. Hachamim me disent quoi manger? On va manger. Quoi manger? Les ochla velo le'efsed. La Gemara Maseret Sugadaf Mem Amud Aleph, elle est dorechet qu'on a le droit juste de manger et ne pas abîmer, si on puisse dire, les fruits. Qu'est-ce qui s'appelle abîmer? Bien sûr, on ne parle pas, quand on dit abîmer, c'est prendre une pomme qui est donc shvi'it, qui a la kedusha de shvi'it. On va tout de suite après expliquer, tu me rappelles de dire c'est quoi la caractéristique, qu'est-ce qui va me relier à l'année de la shvi'it en tant que plantation ou pas? Quel est le modèle, quel est le point de relation? Mais après qu'on a décidé qu'une certaine pomme est gdosha, à cause de la Shemitah, non seulement j'ai pas le droit de la prendre, mettre à la poubelle,
Et plus que cela, la façon d'utilisation est aussi, comment dirais-je, limitée. Je ne vais pas donner des exemples pratiques, je vais juste donner 2-3 cas afin que de cela, chacun comprendra un peu la théorie de la chose, ou plutôt les gros thèmes. La Mishnah Masrach dit que toute chose qu'on a l'habitude de manger crue, on n'a pas le droit de bouillir. Bouilli, on n'a pas le droit de manger cru. Pour quelle raison? Le fait que tu changes l'habitude du fruit, c'est entre guillemets une espèce de gâchis. Imagine-toi, au lieu de manger ta betterave, mais qu'aujourd'hui on m'a dit qu'il y a des betteraves râpées crues. Mais peu importe, imaginons que ça n'existe pas. C'est pour l'exemple, parce que je n'ai pas trop d'autres exemples. Et pommes de terre, allez, pommes de terre, ça n'existe pas encore. Pommes de terre tartare, ça n'existe pas encore. D'accord? Tu as vu ça? Non. Archélie. Galette de pommes de terre, oui. Mais cru? Cru, Archélie? Non, c'est comme un concombre. T'as jamais Je parle à France, hein. qui va être cuit de l'autre côté. Un concombre, c'est toujours cru. Ouais. Bon, imagine-toi qu'une personne a un coucou dans la tête, elle veut prendre pommes de terre crues. Et bon, on lui dit, monsieur, non seulement tu as un problème dans la tête, ça c'est ton problème, et pour ça il y a des psychiatres. Mais mis à part ça, tu es en train de gâcher, entre guillemets, la pomme de terre. Tu aurais dû l'utiliser de par sa sainteté, de la 7e année, à bon escient. Mange-la comme tout le monde. Bouillie, cuit, cru, je sais pas quoi, à la hèche. Mais le fait que tu la manges crue, entre guillemets, tu la gâches. À l'inverse, une chose qu'on a l'habitude de manger crue. Par exemple, mélaphéphonime, concombre. Imaginons que tu fais bouillir ton concombre, tu l'as gâché. Ah mais il est mangeable, c'est de la vitamine, de la peau verte. Ok, les philosophies sont belles. Mais plus que les gens n'ont pas l'habitude de manger comme ça, c'est pas bon. Maintenant, c'est des fruits ou des légumes qui peuvent être mangés dans les deux façons. une seconde. Hazak, c'est pas évident du tout. Je vais pas maintenant parler des chutes du Hazon Ish, que je sais pas aussi très bien, mais en tout cas, les chutes du Hazon Ish, il y a un peu plus, comment dirais-je, de maintenant. Une fois qu'on a parlé de l'histoire bouillie, cru, bouillie, maintenant on va rentrer dans les détails de faire un jus. J'ai imaginons donc, une orange, jus d'orange, après jus de pomme. Ouais? Est-ce qu'on aurait le droit? Il y en a qui permettent pas, mais il y en a qui permettent pas de faire un jus d'orange d'une orange sainte. Et je vous prie, je vais tout expliquer. Tu verras que tu n'auras plus de questions. Moi, je vous dis maintenant la halakha pour nous, comme ce qu'on dit. Parce que dire toutes les chitotes, ça va nous prendre beaucoup de temps et ça va juste nous embrouiller. On va dire l'essentiel. De façon très générale, c'est un théorème qui a été créé après beaucoup d'études, après beaucoup de trucs. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, c'est Chod Barachot et tout et tout. Mais l'idée générale, toute façon qui est acceptable au niveau de la société, alors elle est bonne. Exemple, imaginons, il y a un genre d'orange, et plusieurs types d'oranges, n'est-ce pas? De valence, de ceci, de cela, peau épaisse, peau fine, je sais pas quoi, acide, peu importe. Imaginons qu'il y a un type d'orange qu'on le mange la majorité, on va parler en pourcentage pour être facile, 90% de la société, ou même à la rigueur la majorité de la société, 50% plus, la mange en tant que soi, mange l'orange en tant que dessert, par exemple. Mais la minorité des fois, cette majorité de population, la presse, c'est suffisant. Encore une fois, à partir du moment que cette façon en question, dans le cas voulu, c'est presser un orange, faire un jus, est acceptable ou praticable de par la majorité de la société, même de la minorité des fois, c'est suffisant. C'est clair? Je vais donner un exemple plus poussé. Il y a une habitude chez certaines rites, Sfarad notamment, de faire, comment dire les vachelles, de cuisiner, hein? Oui, cuisiner des raisins secs et de le mettre avec du riz. M'énerve pas. Couscous, du riz. Je pensais que, donc tu sais pas manger. Donc tu sais pas manger. Ah, mais c'est la requin. Là, il y a une grosse marloquette. Attends, dis-moi, j'ai pas dit qu'il y a certains Sfarad qui vont. Du fromage aussi. Bon, je donne pas d'exemple. Je donne l'exemple, je continue. Je me déconcentré là. Pas d'exemple politique, s'il vous plaît. Non, mais je vous dis ce que j'ai vu dans les livres, j'ai pas inventé. Prêt là. Les épinards, on les cuisine les épinards. Ouais. Je vais pas répondre là. Voilà, il parle de fruits aussi. Non, et le citron, on fait juste le jus. C'est bon. Je peux partir, je peux parler. Bah oui, c'est bon, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Bon, permettez-moi de l'exemple suivant. Il y en a qui ont l'habitude de cuisiner les, comment ça s'appelle, les amandes.
Oui, Ouais. cuisiner. La majorité les font cuire, ou les mangent des fois même crus parce que c'est brioche et tout. Mais on va dire que la quasi-majorité de la société ne les cuisine pas, n'est-ce pas? Oui? Réponds. Oui. Quand même, si je te l'aurais donné en tant qu'individu, quoi? Tout à moins, ils sont cuits ou fournés. Ouais. Enfournés, mais pas cuisinés. Pas cuisinés. Cuisinés, ça veut dire ils sont vraiment, comment dirais-je, bouillis avec du couscous ou j'en sais rien. Ils changent leur forme, tout ça. Tu les fais bouillir avec des. Normalement, nous, chez nous, par exemple, l'habitude, c'est de les faire cuisiner avec les racottes, avec les légumes, et après les mélanger ou les mettre à côté du couscous. C'est vrai que la majorité ne le font pas. Mais dans le fait qu'ils ne le font pas, ça va décider que celui qui le fait sur des amandes qui sont de chevilles, c'est comme s'il les a gâchées ou pas? A priori, oui. Puisqu'on a dit que la majorité va décider du statut, est-ce que cette chose-là est acceptable ou pas? Est-ce que ça s'appelle les Orla ou ça s'appelle les FSED? Réponse non. Pourquoi? Parce que dans le cas où la raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est une raison technique, pas une raison fondée. On n'a pas la force de le faire, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas à quoi ça a l'air. Voilà, c'est trop d'efforts. Dans ce cas-là, si on le redonnait, il aurait mangé, je sais pas, il avait besoin d'en raffoler. C'est mangeable, c'est acceptable. Entre parenthèses, c'est très bon. Ok? Donc, dans ce cas-là, le fait que c'est acceptable, même dans la théorie, c'est suffisant. Mais si c'est quelque chose qui est vraiment pas acceptable, je sais pas moi, des jus bizarroïdes, un jus de j'en sais rien, tu n'as pas le droit de faire. Donc là, je vais donner des cas très généraux. Et de ça, il faudra réfléchir à chaque jus, et comment éplucher une pomme, et comment faire une purée, comment faire une compote, comment faire une confiture. Je ne peux pas rentrer dans les détails, non, je ne peux pas. J'ai peur. Va être. Maintenant, non, il me tire tout, allô. Abota, vous avez posé des questions, je vous ai ramené les réponses aujourd'hui, j'ai pas posé les réponses à toutes les questions la semaine dernière. Vous avez des questions, prenez l'effort, faites le kavod à la Torah, prenez une feuille, trick, cher ami, la question est la suivante, tac tac, et moi je répondrai bien évidemment. Si vous faites l'effort d'écrire, je ferai répondre des réponses. Mais là, je vais essayer de continuer l'idée. Bon, d'accord, ok? Ça va? Quand tu veux. Encore quelques minutes. Je fais une espèce de... Ça, c'est par rapport, donc, comment utiliser. Maintenant, des fois, des restes. Comment on va faire avec les restes? Quand j'ai des restes, ça peut être même des épluchures, par exemple simple, de pommes. Une pomme. Maintenant, la pomme, non seulement la partie de la chair de la pomme est kadosh, parce que c'est une partie du fruit, mais même la peau est gdosha, étant donné que la majorité mange la peau, après avoir rincé. Quoi? Tu manges pas la peau? Si. Voilà. Donc, puisque la peau est mangeable, et en plus, une partie de la chair est obligatoirement épluchée avec la peau, tu n'as pas le droit de la jeter à la poubelle. Là, il y a deux minhagim. Minhag des Sfaradim, si on puisse dire, Rav Ben Zion, Rav Ovadia, Sefer Shabbat Hashem et d'autres, Shvitat Seder de Rav Reva et d'autres, qui disent que tu prends un sachet propre, tu mets tes restants de d'épluchures de pommes, il t'est resté un peu, tu as fait un tige de fruits, tu ne vas pas les jeter, parce que c'est kadosh, tu les abîmes, le ochlav le lefset, tu vas les mettre dans ce sac fermé et mettre dans la poubelle générale habituelle. D'accord? Aucun problème. Jeter, mais enveloppé. Une seconde. Pourquoi? Parce que c'est pas pire que des fois la challah, qu'on a un peu brûlé, on a presque brûlé, la challah du pain, ou bien des fois aussi des miettes de pain. Selon Ikaradine, on peut le mettre dans un sachet, fermé proprement, et étant donné qu'il n'y a aucun dédaignement de le mettre de cette façon, puisqu'ils sont enveloppés. Et aussi, ça ne s'appelle pas que tu les as dégradés avec tes mains, directement, mais tu les mets et petit à petit ils vont dégrader. Tu vas me dire que de par la paroi du sachet, excusez-moi du terme, la pourriture de la poubelle en question, on va faire activer la dégradation des déchets qui sont dedans le sachet. C'est super indirect. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Vous avez compris? Oui. Il y a une autre question qui se pose, je ne vais pas répondre, je vais vous laisser en suspense. Il y a un Rav Reva, il a dit une autre question. C'est bien beau, mais des fois, les personnes qui travaillent dans les camions de ramassage, donc de poubelles, c'est des juifs. Pas toujours c'est des Renois ou des Philippines. Des fois c'est aussi des flèches. Et dans ce cas-là, tu es en train d'être marchiloto. Tu le fais fauter. Parce qu'il fait
il est en train de dégrader tes restes de fruits qui sont de chimiques de Jachvi. Et ça reste quand même en direct. Hein? Ça reste en direct. Bon. Son travail. Très bien. Une réponse. Une réponse. Tu entends? Réponse à cela. Tu entends? La réponse à cela, c'est. De quoi on parlait? J'ai perdu le J'ai concentration. dit, non, que la personne qui appuie sur le bouton pour dégrader. Réponse, c'est indirect. Oui. Parce que même quand il a appuyé, l'effet premier de fait qu'il a appuyé dans le bouton a peut-être fait la première dégradation, première circulation de la turbine, on va appeler ça comme ça. Mais le deuxième, troisième tour, la turbine, elle a été fait indirectement par enchaînement du circuit électrique. Donc dans ce cas-là, c'est une des raisons. Il y a encore d'autres raisons, mais c'est suffisant pour On dit pas l'instant. fautif. Non, non, en fin de compte, c'est bon. Non, mais juste, Bien qu'il y ait un avis qui n'est pas d'accord, mais on va dire que c'est bon. le truc, c'est que. C'est bien? C'est clair? Ouais. J'ai pas encore fini. C'est pas comparable à la chala, parce que la chala, on peut rien faire avec. Il y en a qui, Hazak, il y en a qui disent, je vais dire indirectement ce que je dis. Aïe, 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 Maxime, il a dit une introduction que je vais dire après. Le Rav Mishpete Eretz, Rav Efrati, un des grands rabbins de Bnei Brak qui est très fort dans la Torah et surtout dans tout ce qui est niveau agricole, tout ce qui est Trumot, Maasrot. Il y a une très très grande emprise dans tout le champ, dans tout le dans tout le marché, pardon, de fruits et légumes et tout au niveau pratique. Il dit qu'en fait, dans son sefer, que le minac de tous les Ashkenazim, en tout cas plusieurs, Bnei Brak c'est à fond pour les Ashkenazim, ils ont ce qui s'appelle Parshverit. Et on va essayer de finir avec ce propos-là. C'est quoi Parshverit? A priori, traduction, la poubelle de l'année sabbatique. On a l'impression de dire, c'est comme à Pessah, on achète les Havdil une nouvelle poubelle afin qu'il n'y ait pas de miettes dedans. Ou bien pour le kiff de la fête. Non, c'est pas le cas. Le fait qu'on appelle ça la poubelle de Shvi'it, c'est plutôt idéologique. Et j'ai expliqué l'idée. C'est une poubelle qui est entre guillemets... non, sainte, c'est papa qui parle, laissez-moi le dire. C'est une poubelle qui est online tout le temps. Ça veut dire on change les sachets tous les quelques heures ou toutes les demi-journées. Pourquoi? Parce que il faut que je sois vigilant que toute nouvelle déchets restent de fruits sains, qui sont moins dégradés, qu'il n'ait pas le contact avec une poubelle un peu plus ancienne, qui commence à se dégrader à un degré plus avancé, qui provoquerait de par leur rencontre l'une avec l'autre, d'activer la dégradation de la nouvelle poubelle. C'est clair? J'explique. C'est clair? Je répète. Non, c'est rigolo, mais c'est clair. C'est Omekayoun. J'explique. Tu as pigé, Stéphane? Et dis-lui, tu vas m'aider. D'accord, pas de problème. Dis-lui, explique ce que je t'ai dit. Stéphane. Ah non. Alors, je répète. Tu as une espèce de déchet. Le problème. Alors, je répète en français plus facile. Tu as une certaine poubelle. Tu as dedans, je sais pas, des oranges, un peu, des moitiés d'oranges, des ceci, cela. Et ils sont là déjà, ça fait 8 heures. Ils sont dégradés, on va donner un exemple, à 48%. D'accord? Par exemple. Maintenant, je viens de finir mon dessert. Ça fait un quart d'heure. Je débarrasse ma table. J'ai des restes encore d'oranges. Par exemple, je prends l'exemple des oranges parce que c'est facile à réfléchir. Ils ne sont pas encore dégradés, ils sont extra. Seulement, j'ai pas d'appétit, personne ne les mangera. Donc, je vais m'en débarrasser. Si jamais je les jette directement sur les oranges déjà présentes, je vais activer la dégradation. Ça va se dégrader beaucoup plus facilement, puisque quand une chose déjà dégradée rencontre une chose plus fraîche, elle active. Alors que s'il n'avait pas rencontré, elle aurait pris 8 heures pour être dégradée, là ça va lui prendre 2 heures. Oui? Donc, en d'autres mots, j'ai un peu abîmé avec mes mains, entre guillemets, le fruit. Je l'ai gâché. Donc c'est un problème. Donc quel est le but de Parshvi'it? Quel est le but de la poubelle d'Ashvi'it? C'est une idée comme ça, que tous les quelques heures ou les demi-journées, je change. Et oui, c'est vrai qu'elle est dégradée pas encore 100%, donc je ne peux pas les jeter directement encore comment dirais-je, au camion. Donc je les mets de côté, j'enferme, j'attends un peu, encore quelques heures ou une demi-journée, qu'ils soient vraiment dégradés à 100%. Et par contre, la nouveau déchet, pour ne pas le faire rencontrer, je mets un nouveau sachet. Voilà. Donc on va dire, par exemple, si on change, j'imagine, tous les demi-journées, et que c'est possible même que dans les maisons, ça peut être la même chose. Donc ça peut être bien. Bon, en tout cas, si tous les demi-journées, je change, c'est bien. C'est le minhag des Ashkenazim. C'est clair? Okay. C'est clair? Il y a des questions? Ouais. Oui. C'est quoi la différence avec les Sfaradim qui font un sachet par truc? Je réponds. Sfaradim, si on pousse l'idée, même si tu as une poubelle, excuse-moi du terme, vraiment pourrie,
Tu mets quand même Et donc, dans si un jamais sachet. tu aurais mis ta banane de Shvit dessus, au lieu de prendre 8 heures, ça va prendre une demi-heure. Non, mais dans un Laisse-moi, sachet. laisse-moi. Non, je demande. Je Je t'explique. bien dans un sachet, laisse-moi la t'explique. Tu prends dans un sachet, tu mets dedans. C'est tout. Alors, Arabe, là, à partir de maintenant. Tu la jettes enveloppée. Ashkenazi bien que c'est d'abord. Tu ne peux pas jeter enveloppée. Pour quelle raison? Pour les propos que tu commencé tout à l'heure. Il dit, Rav Efrati, ce que je voulais dire, j'ai oublié, Hazak. Il dit, Rav Efrati, que tout le mina qu'on a, que la chala, la petit bout de chala, qu'on fait brûler, d'accord, mais si on ne le fait pas brûler, on peut le mettre dans un sachet, le jeter à la poubelle. Parce qu'il dit, chala, on a un problème qu'une personne risquerait de le rencontrer, de le manger. Et c'est kadosh, c'est que le Kohen qui a le droit, Kohen Tahor. Donc pour ça, on te permet, entre guillemets, de l'enterrer dans les ordures. De façon, meroubedet, enveloppé d'un sachet. Mais maintenant, jusque de cela à dire que la même chose, on a le droit avec Shvit, non. Puisque dans Shvit, il n'y a pas la bonne raison de, entre guillemets, l'enterrer. Donc le fait, c'est vrai que c'est enveloppé, mais c'est un peu comme les enterrer. Qui t'a dit que tu as le droit de l'enterrer? Je ne sais pas expliquer beaucoup plus. C'est un peu plus profond, je ne sais pas exactement, mais c'est l'idée en tout cas. Voilà, je vais finir juste avec un terme qui est en rapport avec tout Bishvat. Pas un terme idéologique, ilchatique. C'est marqué dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah au début d'Afbet Amud Aleph. Rosh Hashanah, la Inanot, quand est-ce c'est? Pendant Rosh Hashanah. Quand est-ce c'est Rosh Hashanah? Pas Ouman. Rosh Hashanah, la Inanot, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est quoi Rosh Hashanah, la Inanot? Il y a tout d'abord le fait que Kadosh Baruch Hu, effectivement, juge les fruits ou les arbres fruitiers, combien d'abondance, combien de qualité sera tel fruit, tel genre de fruit, etc. Entre parenthèses, c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui prier à Kadosh Baruch Hu d'avoir le srout, d'avoir un étrog valeureux. Un ami à moi, il m'a dit, je comprends pas cette fille-là. Il faut prier d'avoir la thune pour acheter un étrog. Je lui ai dit non. Pourquoi? Je lui ai dit parce que si tu pries d'avoir la thune, Akadosh Baruch Hu va te donner la thune d'acheter l'étrog, mais c'est possible que tu vas le dépenser sur tes clopes. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il a exaucé ta fille-là, il t'a donné la thune, mais toi tu l'as mal utilisé ton argent, tu as mal géré ton budget. Donc au contraire, quand je dis Hachem, je veux étrog, Akadosh Baruch Hu m'amènera gratos, la thune, tout ce qui va. C'est beau? On continue, c'est une idée comme ça, c'est dépendant d'un sandwich. Par ailleurs, maintenant Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est un peu long, je vais dire ça de façon très succincte. Il y a une obligation dans toutes les années, pas cette année, de prélever certains prélèvements de tout produit agricole d'Eretz Israël, Troumot, Maasrot, etc. Maaser, il est interchangeable. Il y a 6 ans. Première Avedago. Première, deuxième, quatrième et cinquième, le Maaser prélevé, c'est Maaser Sheni. Peu importe c'est quoi exactement. Les autres années, Go, troisième et sixième année, c'est Maaser Ani, qui est donné à un pauvre. Alors que le Maaser Sheni, on le fait monter en Eretz Israël, on le mange Bigdoucha, aujourd'hui, on fait passer sa Bigdoucha dans une pièce. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va décider? On va prendre, allez, l'exemple, j'aime bien les oranges. Allez, j'ai des oranges, j'ai un orangier. Un orangier? Oranger. J'ai un oranger. Je veux savoir, est-ce que ces oranges-là, quand je vais prélever le Maaser, est-ce que ça va être selon Maaser Sheni ou Maaser Ani? Est-ce que c'est un produit de la troisième, par exemple, année ou de la quatrième? S'il est la troisième, c'est Ani, par exemple, Maaser Ani. Si c'est la quatrième, c'est Maaser Sheni, par exemple. Qu'est-ce qui va décider? Réponse. Si le bourgeonnement, Oui. qui, selon Marie Kourkous, selon Dada Rambam, bourgeonnement ou tiers de la pousse générale, ou en Atamarasot, c'est la même chose. Si le bourgeonnement a été fait avant tout Bishvat, oui, on est au milieu de la 5e année du cycle. On n'est pas là, on est à la 7e année. On va dire qu'on va s'imaginer qu'on est à la 5e année, n'est-ce pas? Donc, si mes oranges ont bourgeonné avant le tout Bishvat de cette 5e année, il s'appelle produit de la 4e, et donc il faudra faire le Maasrot. Il n'a pas de génération. Attends une seconde. Non, je prends un autre exemple. On est à la 3e année. On est 3e année. Non, la 3e année. Si, tu comprends? Parce que si ça a bourgeonné dans la 3e année avant le tout Bishvat de la 3e année, ça s'appelle produit de la 2e année, et donc là ça va être Maaser Sheni. Mais s'ils ont fait le bourgeon après le tout Bishvat de cette 3e année, ça s'appelle produit de la 3e année. Dans ce cas-là, il faut dire Maaser Ani. Maintenant, par contre, la Gemara dit que tout ça, c'est pour décider quelle est l'année Maasrik, Le statut du fruit. statut du fruit, par rapport à quel genre de prélèvement au niveau du Maaser on va lui octroyer.
Mais Donc, pour là, maintenant- décider quel fruit est en relation avec la kedouche des Shvis, là, ça va dépendre de Rosh Hashanah, de Ouman. Ah, bah, ça veut Quand dire- tout le monde est à Ouman. Oui. Ça veut dire que là, À savoir Tout ce que qu'on a si, ça dépend. Si c'est des fruits comme orange et familias, dans ce cas-là, on va sur le bourgeonnement. Si ça a bourgeonné avant Aleph Tishrei Tafshin Ain He, oui, tu suis? cette année-là. Alors là, ça s'appelle produit de la sixième. C'est pas Kadosh comme la majorité jusqu'à aujourd'hui. Dès aujourd'hui, il faut déjà être un peu plus au qui-vive. D'accord? Par contre, si ça a bourgeonné après Rosh Hashanah, Ouais. même si ça a bourgeonné vraiment beaucoup plus tôt que tout Bishpat, ça a bourgeonné, ça fait 2 mois. En Aleph qui se lève, j'en sais rien. Sixième. Dans ce cas-là, non, Alors quoi? ça s'appelle Kadosh. Pourquoi? Parce que le paramètre, c'est pour ça que je suis là, le paramètre, Il a bourgeonné après le toucher de la sixième année. mais je t'explique, Oui, le moi, fait, Schwitz, tout on est Bishpat, Schwitz, c'est aïe aïe, je veux pas que Patrick revienne Oui, encore. je sais que c'est Rosh Ah, je veux Hashanah. pas, laisse-moi, frérot. Parce que j'ai créé, Viorelli, après il va t'écrire à toi. Mais il ne peut pas me créer. Si, j'explique, c'est le hidouche que je vais vous dire aujourd'hui, les chvot ou bishbat. Que quand bien même le tout bishbat est le paramètre par rapport à la fonction du bourgeonnement pour décider de l'année du maaser, mais par rapport à décider est-ce qu'il est kadosh ou pas le produit en question, ça va aller selon le bourgeonnement par rapport au paramètre pas tout bishbat, mais rosh hashanah. Donc en d'autres mots, même un fruit qui aurait bourgeonné, ça fait 1 mois, bien avant tout bishbat de cette année, puisqu'il a bourgeonné après rosh hashanah, il est kadosh. J'étais clair. Alors comment on sait ce qu'on a mangé si ça- Ah, est-ce que j'étais clair? Oui, comment on sait ce qu'on a mangé si ça- Oui. Alors, ça serait quoi le Comment siman on chez fait les les Rosh Dans la pratique, Comment je sais? dans la pratique ou dans la théorie? Là maintenant. La théorie, je te l'ai dit. La pratique, il faut demander aux agriculteurs. Tu sais pas, je te dis. Jusqu'à aujourd'hui, je te réponds de toute façon, c'était super. L'année prochaine, halas, c'est sûr. Pas mange plus. On mange des simailles d'ailleurs. Il faut manger, faire attention. Les déchets, les ceci, le cela. Je t'expliquais. Oui. Le couscous, on a parlé de tout. Oui, mais là, j'ai mangé. On a parlé de la purée, on a parlé des compotes, si tu veux. Mais des enjeux en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fruits. La majorité des arbres fruitiers ont vraiment, sûrement déjà eu le temps de bourgeonner depuis Rosh Hashanah. Et donc de se rallier à la Kdouche de l'année. En vous souhaitant à tous un tout bishvat sameach, un bon appétit, et j'estime beaucoup votre effort et aussi le mien. Kol tov. C'est quoi le siman pour le Perotadama alors? Là, c'est dans la- Ça sera le bourgeonnement pour les fruits, mais pour le Perotadama, ça sera quoi le siman? Quoi? C'est quoi le siman?